Bonjour à toutes et tous. Monsieur le ministre, Franck Riester, Madame la maire de Paris, Anne Hidalgo, représentée par Monsieur Emmanuel Grégoire, Monsieur l'ambassadeur du Rwanda en France, Son Excellence François-Xavier Ngarambe, Monsieur l'ambassadeur de Tanzanie en France, Son Excellence Samuel Shelunkindo, Madame l'ambassadrice du Kenya en France, Son Excellence Professeur Judy Wakungu, Monsieur l'ambassadeur du Sénégal à l'UNESCO, Son Excellence Souleymane Jules Diop, Monsieur le représentant du sous-directeur général de l'UNESCO, Madame la secrétaire générale de la francophonie, Louise Mushikiwabo, Monsieur le sénateur David Assouline, Mesdames, Messieurs les élus et estimés partenaires, merci d'être venus si nombreux. Un merci tout particulier à Madame Gulbar Jalilova, ouïghour, rescapée des camps de concentration chinois, qui nous fait l'honneur de représenter l'Institut ouïghour d'Europe. Il y a 63 ans, avait lieu une révolution sociale au Rwanda, qui fut réellement une révolution raciale. Nombre des nôtres furent tués parce que Tutsis, poussés à l'exil parce que Tutsis. Il y a 59 ans, eurent lieu des pogroms contre les Tutsis, identifiés comme massacres génocidaires. Il y a 49 ans, une vague de persécutions accompagnait un coup d'État, et encore les massacres des nôtres, l'exil. En 90, 91, 92, des massacres de masse, encore, des vagues d'emprisonnement et d'exil. Aujourd'hui, nous commémorons le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda d'avril à juillet 1994, qui fit plus d'1 million de morts. Nous nous souvenons et portons la mémoire de nos disparus, morts, innocents. Morts pour rien, car ils n'avaient commis aucun méfait. Morts pour tout, car ce génocide s'inscrit dans la longue histoire du racisme meurtrier. Ils étaient des femmes et des hommes avec des destinées, des histoires, des espoirs, des aspirations, des amours. Ils étaient des enfants avec leurs jeux et chants préférés. Ils étaient des vieillards avec tant à transmettre, notre histoire, notre culture, nos mœurs. Cette journée est la leur. Les génocidaires avaient pour projet de réduire notre ascendance et notre descendance à néant jusqu'au souvenir. Par ces commémorations, et 100 jours durant, nous maintenons et magnifions l'humanité de nos disparus. En cette journée, nous saluons le courage et la dignité des survivants et survivantes du génocide perpétré contre les Tutsis. Leurs paroles, leur vécu, si généreusement partagés, les faits qu'ils exposent, restent la meilleure manière de contrer le projet génocidaire, dont la menace n'est malheureusement pas éteinte. Lors de ces 100 jours et partout dans le monde, votre parole sera mise en lumière pour que la haine et la division reculent. Le monde vous doit beaucoup. Mesdames et messieurs, merci encore pour votre présence, si nombreux et nombreuses. Monsieur Franck Kamali. Bonjour à tous. Donc je suis né en 1981 à Nyarugenge, Kigali, sous le nom de Kamali Franck, d'un père originaire de Nyanza, François Nyamanswa, et d'une mère native de la capitale, Anita Kagwesage. Ma famille proche se trouvait toute dans la capitale lorsque commença en octobre la guerre militaire entre le FPR, Inotani, et l'armée régulière du gouvernement Hutu. Une période difficile où ma mère dut fuir des violences faites aux Tutsis perçus comme des espions, emprisonnement arbitraire, arrestation arbitraire, etc. Scolarisé jusqu'à là à Gikondo, à l'école zaïroise, j'ai dû me rapprocher de la maison par manque de moyens, aller à l'école primaire de Kimisagala. Par ce changement, je me suis retrouvé exposé à des injures tels que serpents, cafards et accrochages qui m'ont permis de comprendre que j'étais bel et bien Tutsi
et que beaucoup de gens ne m'aimaient pas. À l'heure du multipartisme, les chants, sifflets et danses des meetings qui avaient lieu sur le terrain de football de Kimisagala résonnaient comme un appel pour l'enfant que j'étais. Je savais que peu de ces manifestations étaient dans mon camp. Beaucoup d'autres étaient contre. Les paroles en étaient les exemples, les paroles des chants, des groupes du MRND ou du CDR, très explicites et entraînés militairement dans des jardins et espaces publics décorés exclusivement aux couleurs de ces derniers et de la France. Lorsque l'avion du président du gouvernement explose dans la nuit du 6 avril 1994, je me trouvais dans la maison familiale de ma grand-mère, Bernadette Nilamia, avec cette dernière, ma tante Clarisse Soumouza, qu'on appelait bébé, sa petite fille qui avait 2 ans, Saouda, mon oncle Kalis, surnommé Gaoutou, et cousin Jean-Luc Guemaïlé, appelé fils. Et notre tante Moukaïdil habitait à Nyamilambo avec toute sa famille. La nuit du 6 au 7 avril fut rythmée par des tirs, des explosions et sifflets des collines autour. Nous avons pu dormir, nous les enfants, contrairement aux adultes qui cherchaient à comprendre ou cherchaient à confirmer leurs pires craintes. Au matin du 7, alors que les bruits des armes et sifflets ne s'arrêtaient plus, toutes les radios, sources principales d'information, diffusaient la nouvelle de la mort du président. Le FPR accusait de la mort du chef. C'est donc nous, les Tutsis, tous civils, qui allions en payer le prix. Nous n'avons plus le droit de circuler librement sans une pièce d'identité obligatoire à partir de 16 ans. Tout d'abord, dans mon quartier, les hommes se sont organisés, Hutus et Tutsis confondus, pour monter la garde à tour de rôle, craignant l'attaque d'Inelahamwe des collines avoisinantes. Cette micro-résistance n'a duré que peu de jours avant que les armes à feu ne fassent leur apparition sur la colline. D'abord pour ceux qui travaillaient bien, et ensuite pour tout qui voulait participer. Une réunion de ces hommes a lieu à Gati-Njilo, à l'extérieur, sur l'estrade d'un petit restaurant. Et cette réunion met fin... Merci beaucoup. Et cette réunion met fin à cette micro-résistance. Il en sortit que l'ennemi n'était plus externe, mais qu'il était aussi interne à la colline et qu'il fallait s'en occuper. À compter de ce jour, je n'ai plus jamais revu mon oncle Karis, car il a été tué avec d'autres jeunes, dans les premiers en tant que la jeunesse native de la colline. Il est regroupé dans un seul lieu, en entendant qu'il soit amené en groupe vers la mort. Ma tante bébé ne dormait plus dans la même maison par peur de viols et d'autres agressions qu'il pouvait y avoir. Elle se cachait chez une amie Hutu la nuit et revenait à la maison au lever du jour. Les massacres ont alors commencé ouvertement. La nuit, ils tuaient les familles et le jour, ce sont les barrières qui remplissaient les trottoirs de cadavres. Des rotations de camions-bennes étaient organisées à cette fin. Tous les magasins fermés ou cassés, le marché était encore ouvert pour les denrées alimentaires. Toutes les familles Tutsis étaient assignées à domicile, sauf les moins de 16 ans, dont je faisais partie. C'est donc moi qui avais la mission d'aller faire les courses. Et les 2 ou 3 barrières qui me séparaient du marché, je les connaissais parfaitement. Ils ont décimé tous les hommes de la colline avant de s'en prendre enfin aux enfants, aux femmes et vieillards. Les buissons, les bananeraies avaient même été rasés pour ne laisser aucune cachette à ces derniers. Je tenais compte des maisons de mes copains et connaissances des montées, le plus proche étant celle des voisins, chez qui j'étais comme chez moi, chez qui ma mère pouvait prendre des nouvelles de la famille. Nous prions jour et nuit. Et nous avions espoir que le FPR prenne tout le pays pour
avant que notre heure sonne. Mais malheureusement, malgré la proximité des combats à Mont-Jali et à Mont-Kigali, ils ne pouvaient rien. Tous les espaces verts devenus cimetières, l'odeur de cadavres mal enterrés ou déterrés par des chiens, à moins de 50 de la maison, est encore omniprésente à ce jour. C'est un de mes pires souvenirs. Un matin de juin, au lever du jour, les quatre hommes Iné Laramwe du quartier que je connaissais parfaitement, armés du fusil et de pistolet, ont frappé à la porte de la maison. Ma grand-mère savait alors qu'ils venaient nous tuer et ne voulut pas ouvrir. Et nous demandant de crier de toute notre force pour appeler de l'aide. C'est que nous fûmes en vain. Tout le voisinage savait ce qui se passait. Ils repartirent pour revenir quelques minutes plus tard avec ma tante Clarisse et son bébé dans le dos. Ils savaient donc où elle se cachait. Ils l'ont mis en joue devant la porte et ont menacé de l'exécuter sur le champ avec sa petite fille. Ma grand-mère ouvrit alors la porte. Ils entrèrent dans la maison très agressifs, demandant où se trouvaient les dollars que ma mère nous aurait envoyés de l'Europe. Ils mirent la maison sans dessus-dessous en quelques minutes. Ne trouvant rien, ils nous dirent tous de nous asseoir en ligne. C'est que nous, les plus jeunes, nous fûmes sans discuter. Sauf ma grand-mère qui se prit une balle dans la tête en milieu d'une phrase composée de deux mots, Muduroichi. Ma tante bébé fut la seconde à se faire tirer dessus. Ensuite, fils qui tomba sur mes genoux. Puis le même homme me tira dessus sur la tête. Inconscient, je suis tombé et je repris connaissance calmement par une brûlure dans la jambe gauche. Il s'agissait là du deuxième tir destiné à achever fils qui était allongé sur moi. Et puis une dernière déflagration qui était la mise à mort de Saouda, ma petite cousine de 2 ans. J'ai alors attendu que les tueurs quittent la maison. Je me suis levé, jeté un dernier regard sur ma famille étendue et je suis sorti de la maison. Blessé, je me suis rendu à l'hôpital. Au moins 5 barrières à passer. Je leur disais que ma famille avait été victime d'un obus des Inyenzi, que j'étais le seul survivant et qu'il fallait que je me soigne. J'ai réussi à arriver à l'hôpital. Je fus prise en charge par une infirmière qui me prodigua les soins nécessaires, sauf pour la jambe, car elle ne pouvait pas m'opérer. Elle me conseilla aussitôt de quitter le lieu, car il était très mal fréquenté. Je suppose que l'infirmière avait compris ma situation. Je suis resté là 2 ou 3 jours, et puis je suis retourné pratiquement dans le même quartier, sur le marché de Kigali, se trouvant à moins de 3 km de ma maison. Connaissant les quelques commerçants et quelques garçons de la rue, j'ai été accepté sans aucune question. Il ne fallait juste pas croiser un de mes tueurs ou quelqu'un qui pouvait me reconnaître. Nous étions un groupe de 5 enfants. On faisait tout ensemble, des petits jobs, aux petits vols pour manger. Nous dormions dans les sacs de pommes de terre vides quand nous n'étions pas chassés par les gardiens du marché. Je vécu de cette manière 2 semaines avant de décider de retrouver ma tante Mukaïdile, qui était à Nyamilambo. Pour éviter la route principale entre Gati-Njilo et Nyamilambo, Kiovu étant bloqué, j'ai dû passer par Gikondo. Donc je me suis beaucoup rallongé pour ceux qui connaissent le trajet. Je l'ai retrouvée difficilement car elle était cachée chez une voisine aussi. Elle n'était pas seule, elle avait un nourrisson de 3 mois et ces deux grands garçons, Ramazan 8 ans et Shafi 5 ans, avaient quitté Kigali avec leur papa Zaïrois pour se rendre à Goma. Immédiatement, elle me prit en charge, soignait mes plaies sales et infectées pendant que je lui racontais l'enfer que je venais de traverser. Nous sommes restés là tous les 3 dans cette petite maison une dizaine de jours. Un matin, début juillet, toute la colline était anormalement animée. Des personnes courant dans tous les sens, des voitures allant dans tous les sens. Ma tante décida de partir par peur
que les maisons soient fouillées par les tueurs. Nous trois, au milieu des dizaines de milliers de personnes qui cherchaient à fuir Kigali avant que le FPR ne prenne le reste du pays. Le flux de gens était totalement bloqué entre Kimisagala et Nyabugogo. Ma tante se fit proposer une place dans un véhicule par une connaissance. Alors qu'elle hésitait et qu'elle s'apprêtait à refuser, j'ai décidé de partir en courant car je pensais que seul j'avais des chances de m'en sortir. J'ai couru au milieu des tueurs qui cherchaient à échapper à leurs responsabilités des atrocités qu'ils venaient de commettre, en se mélangeant et en prenant pour bouclier humain des enfants et mères civiles innocents, aussi apeurés et certainement aussi perdus que moi, et aussi seuls que moi. J'ai mis environ 3 jours à atteindre Gisenyi par une seule voie, celle tracée par l'opération Turquoise. Arrivé à Gisenyi, j'ai repris automatiquement mes habitudes d'enfant de rue pour subvenir à mes besoins, tout en cherchant à croiser ma tante. En moins de 2 semaines, la ville de Gisenyi ressemblait alors à un camp de réfugiés, surchargé de réfugiés venant de tout pays. Le 17 juillet 1994, l'offensive finale du FPR sur la ville poussa toute cette population à se mettre en mouvement vers Goma, ville frontalière du Zaïre. Nous avons donc tous traversé cette frontière, une frontière qui n'existait pas réellement. En même temps, hommes, bestiaux, civils à pied, Inelahamwe, toujours armés et regroupés, militaires en chars et jeeps lourdement armés. Arrivés à Goma, nous avons de nouveau transformé une ville tout à fait accueillante en un champ de bataille en moins de 2 semaines à peine. Les ordures, les défécations et blessés et morts à même le sol devenaient aussi le quotidien des Zaïrois. Les tentes bleues UNICEF fleurissaient alors, les casques bleus de l'ONU et la Croix-Rouge étaient alors visibles. Des camps étaient aménagés de plus en plus loin de la frontière. Et moi, étant dans les premiers, j'étais dans le plus éloigné de Gisenyi. Après quelques semaines de vie dans des conditions misérables, de faim, de poux, de choléra et de violence dans les camps, j'ai décidé de retourner chez moi, à Kigali. Un matin, je pris un taxi pour retourner à la frontière et 2 jours plus tard, je me retrouvais à Kigali, dans la capitale, fraîchement libérée, mais encore traumatisée. J'ai alors essayé à plusieurs reprises de retourner dans ma maison, le seul endroit où j'étais chez moi. Cela m'était impossible. Un jour, après une 1e tentative, alors que je remontais la colline de Gatchinjilo, j'ai croisé ma mère. Il s'avère qu'on a été arrivé à Kigali pratiquement en même temps. Elle venait faire le deuil de toute sa famille, sauf de moi qu'elle savait qu'il n'avait pas été enterré avec tout le monde. Elle avait prévu d'aller me chercher jusqu'au Zaïre s'il le fallait. À compter de ce jour, j'ai mené une vie à peu près normale. Je suis arrivé en France. J'ai commencé une scolarité tout à fait normale. Donc, ne parlant pas français, j'ai eu automatiquement un recul, le temps d'apprendre le français. Et donc ensuite, j'ai suivi ma scolarité primaire, secondaire et universitaire à Nantes. Pendant 13 ans qui ont suivi ces génocides, je ne suis pas retourné au Rwanda parce que je n'y arrivais pas, ou parce que je faisais comme si tout allait bien. Mais le passé a fini par me rattraper et j'ai dû me rendre au Rwanda et affronter mon destin. Ma reconstruction est toujours en cours. Je fais vraiment tout pour avancer et pour mettre en échec ce génocide. Pour moi, 2 moyens me paraissent atteignables. C'est tout d'abord mon engagement dans l'association Ibuka,
où je suis obligé de... Je suis en devoir de venir partager mon passé. Ensuite, il se trouve dans la famille que j'ai construite depuis. Il s'avère que là aujourd'hui j'ai 3 enfants. Le dernier il a moins de 2 mois. Et pour moi c'est le seul moyen que j'ai trouvé de vivre. De vivre et de vivre dans l'amour. Ensuite, mon engagement avec Ibuka me pousse quand même à vouloir demander aux autorités qui sont aussi présentes une chose qui nous est très chère, c'est d'avoir des lieux de mémoire. Donc à Paris, on en a, mais la France, elle est très grande. Et où qu'on soit, on devrait avoir un lieu pour pouvoir se recueillir, un lieu digne, pas de défilé le long des cimetières. Un lieu comme celui-ci, ça me paraît tout à fait correct. Et le rapprochement aussi de nos 2 diplomaties est quelque chose qui est très important pour nous reconstruire. Parce que j'ai conçu une famille qui est franco-rwandaise et je veux qu'elle s'identifie en tant que telle sans baisser les yeux. Et pour ça, je compte sur vous, les autorités. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Les élèves du lycée polyvalent d'Hydro, Paris 19e. Il faut toujours dire ce que l'on voit. Surtout, il faut toujours, ce qui est plus difficile, voir ce que l'on voit. Écrivait Charles Péguy dans Notre jeunesse, paru en 1910. J'ai découvert cette citation dans le dernier livre de Stéphane Audouin-Rousseau, Une initiation, où il explore lui-même la mise en place du génocide et interroge ses propres difficultés à comprendre ce qu'il étudie. Enseigner le génocide contre les Tutsis au Rwanda en 1994, transmettre à nos élèves ce qui en fait la si effroyable spécificité, se heurte à l'injonction de Péguy. Comment leur faire comprendre ce que l'on voit, ce que l'on savait, ce que l'on sait et ce que le cerveau ne peut concevoir? Comment leur faire découvrir cette impasse de l'entendement? Dans ce projet unique auquel nous a convié la Ligue de l'enseignement et Ibuka France, chemin que nous parcourons depuis septembre, nous avons essayé, mes collègues et moi, de faire voir aux élèves ici présents ce qu'il fallait pour comprendre ce génocide. La logique discriminatoire, puis exterminatrice d'un État criminel et totalitaire, le rôle des voisins et des outils du quotidien qui se sont retournés contre les Tutsis, comme les écoles et les églises qui se sont aussi transformées en lieux de massacre, les sons d'une radio qui appelle au meurtre, des barrières qui deviennent synonymes de mise à mort. Nos élèves ont rencontré des paroles orphelines, comme celle de Jeanne Allaire, qui leur a parlé de la disparition totale de sa famille, de sa maison, et jusqu'à son album de photos de famille. Génocide par le vide, par la dévastation. Mais nos élèves ont aussi vu la force, celle de Valence et de Corneille, celle de vivre après avoir réussi à survivre. Ils ont vu comment des artistes tentent de se reconstruire par la création et des survivants par la parole transmise. Ils ont exploré le sens de l'empathie, morée en Kinyarwanda, en comprenant ce qui leur était transmis. Ils ont vu ces hommes et ces femmes debout. Anita, dernièrement, venue les encourager à se mobiliser une nouvelle fois pour vous accompagner en ce jour si important. Donc oui, je crois pouvoir dire qu'ils ont vu ce qu'ils ont vu. Je me souviens du Rwanda et sa terrible histoire.
ce génocide qui restera gravé à jamais dans nos mémoires. Ces beaux paysages transformés en terribles cauchemars. Je me souviens du jour où, pour la première fois, ma professeure d'histoire m'a raconté cette horreur vécue par les Tutsis. Je me souviens de ces objets quotidiens, devenus des armes qui se retournent contre toutes ces vies. Je me souviens de ses amis, de ses voisins génocidaires auxquels encore hier on disait merci. Je me souviens du témoignage en classe de Valence Kabahari, rescapé du génocide. Je me souviens de toutes ces paroles qui m'ont touchée. Je me souviens du moment où Valence s'est ouvert à nous. Je me souviens de son sourire malgré les souffrances traversées. Je me souviens de son hommage rendu à son père. Je me souviens de l'image de son frère. Je me souviens de sa conception si particulière de la vie, de la mort. Pour lui, la mort est un fardeau pour le vivant et non le mort. Je me souviens du jour où j'ai commencé à comprendre les racines historiques du génocide des Tutsis. Je me souviens du jour où j'ai tenté de comprendre toutes les souffrances qu'ils ont vécues. Je me souviens du jour où j'ai ressenti de la peine pour les victimes. Je me souviens du Rwanda et sa terrible histoire, ce génocide qui restera gravé à jamais dans nos mémoires, ces beaux paysages transformés en terribles cauchemars. Je me souviens de ce jour où on m'a offert en classe ce livre intitulé Vivant de Valence Kabahari. Je me souviens de la première de couverture représentant une plume. Je me souviens des pages qui défilent devant mes yeux. Je me souviens de la profondeur des mots qui m'imprègnent entièrement. Je me souviens d'une phrase qui disait « Mourir d'une balle était un luxe ». Je me souviens de cette autre phrase disant « Ma vengeance a été de vivre ». Enfin, je me souviens de ce jour où j'entre en salle 318. Au loin, je vois cet homme, auteur de l'ouvrage Vivant. Je me souviens des émotions qui s'encrumaient lors cet instant. Je me souviens de la ronde que nous formions tous ensemble dans la classe. Je me souviens de ces mots lourds, mais aussi de son sourire d'homme vivant. Nous sommes soulagés parce que vous avez échappé à la mort. Vous l'avez esquivé. Vous êtes des rescapés. Mais pas que. Vous êtes plein de vie. Vous nous offrez une leçon de vie. Vous êtes dans une nouvelle histoire. Celle que vous écrivez. Résistance pour lutter. Résistance pour survivre parce qu'il fallait se battre. Résistance pour se défendre. Résistance face aux vagues de haine. Exister pour nous rencontrer. Pour témoigner et transmettre votre parole. Merci à vous. Valence, Anita et Franck. Pour nous avoir accompagnés et tracé un chemin pour nous. Nous sommes ici à l'occasion de la 28e commémoration du 7 avril, qui marque le début du génocide contre les Tutsis au Rwanda. Au début de l'année, très peu d'élèves avaient connaissance de ce génocide. Mais grâce à Ibuka France, à la Ligue de l'enseignement, à nos professeurs, à nos recherches et à notre rencontre avec Valence et Anita, nous avons tous pu découvrir l'histoire de ce génocide et en étudier de nombreux aspects en profondeur. Nous avons appris à travailler sur des sources fiables pour ne pas tomber dans le piège de la réécriture de l'histoire. Nous avons appris à allumer notre esprit critique et à nous interroger. Nous avons travaillé sur les lieux de mémoire au Rwanda et en France et sommes ici, devant cette plaque, comme il en existe des milliers à Paris. Une plaque qui a normalement pour fonction de trouver une adresse et de se repérer. C'est sans doute un début, un premier geste de reconnaissance, mais pour nous, il ne suffit pas. Il n'est pas à la hauteur de la mémoire des 800 000 morts du génocide et celle des rescapés. Prolongeons-le ensemble par d'autres initiatives, comme Franck le dit, une création artistique par exemple qui, à la manière de Limigongo,
puisse permettre à chacun de se reconstruire par l'art, de décorer des murs contre la barbarie ou de porter sur son dos ces paroles qui nous viennent des collines. C'est aussi ça que veut dire Ibuka pour nous. Souviens-toi et regarde. Suis ces traces qui te mènent de mémoire en mémoire. Son Excellence Monsieur François-Xavier Nangarambe, ambassadeur de la République du Rwanda en France. Je dois faire attention à cause du vent, excusez-moi. Monsieur le ministre, Monsieur Franck Riester, Monsieur Manuel Grégoire, premier adjoint, Madame Jessica, vice-présidente d'Ibuka, distingués participants à cette 28e commémoration du génocide contre les Tutsis, permettez-moi de ne pas vous nommer un à un, à cause du risque d'oublier l'un ou l'autre, mais aussi du fait que si nous devions nommer aujourd'hui, nous serions ici en train de citer les noms de ceux que nous commémorons. Permettez-moi donc de continuer sans devoir vous nommer un à un, tout en reconnaissant vos mérites à vous tous, surtout votre solidarité dans ces moments de commémoration. Chers rescapés du génocide contre les Tutsis, chers compatriotes, chers amis du Rwanda, 28 ans après l'innommable, après le crime des crimes, le génocide contre les Tutsis du Rwanda en 1994, nous voici rassemblés encore une fois pour nous souvenir. Nous souvenir car comment oublier? Comment oublier sans être complice? Comment oublier plus d'1 million de vies humaines fauchées en 100 jours avec la plus extrême des barbaries? Plus d'1 million de rêves brisés, de projets anéantis. Plus d'1 million de Tutsis tués par leurs compatriotes, parce qu'ils avaient encore été leurs voisins, leurs collègues, leurs amis, et dans les cas les plus absurdes, des membres proches de leur propre famille. Comment oublier qu'un gouvernement de sanguinaires a pu transformer tout l'appareil d'État de l'époque en une machine à prêcher la haine, à semer la terreur, puis à préparer et encadrer le meurtre d'une partie ciblée de ses administrés par leurs propres concitoyens. Nous ne pouvons oublier ces 100 jours de souffrance pour les victimes pourchassées comme des bêtes nuisibles. 100 jours de bestialité indescriptible des bourreaux déchaînés. 100 jours de folie d'un gouvernement de tueurs mettant à contribution toutes les ressources et tous les mécanismes de l'État pour exterminer une partie de leurs administrés. 100 jours d'appel au secours ignorés par le reste du monde, ignorés par les grands et les puissants, ignorés par les pays amis et voisins, ignorés par ceux en charge de la paix et de la sécurité dans le monde, ignorés par ceux-là qui prêchent l'amour, la compassion et la paix dans les lieux de culte de toutes les religions, ignorés par tant de soi-disant défenseurs des droits de l'homme. 100 jours au cours desquels le plus jamais ça prononcé après l'Holocauste s'avéra être un slogan vide. 100 jours ayant prouvé que la ratification de la Convention de 1948 n'était qu'une cérémonie, sans aucun engagement. Après avoir réalisé qu'ils ne pouvaient compter sur aucune aide extérieure, Après avoir réalisé qu'ils ne pouvaient compter sur aucune aide extérieure, que les puissances qui avaient la capacité de mettre fin au génocide étaient au mieux indifférentes, au pire complices des génocidaires, les combattants du FPR, le Front patriotique rwandais, à la tête desquels se trouvait alors l'actuel président du Rwanda, son Excellence le président Paul Kagame, entreprit la dernière étape de la guerre de libération du Rwanda et mirent fin au génocide au prix de sacrifices inouïs. Leur courage, leur sens du devoir, leur abnégation
resteront une leçon d'humanité, un modèle pour les générations futures, un signe que l'humain n'est pas complètement perdu dans la bestialité et le cynisme. Lorsque ces braves combattants du FPR mirent fin au carnage, ils trouvèrent un Rwanda saccagé, meurtri, avec quelques survivants qui, comme il s'entend, étaient physiquement et moralement à bout, blessés, malades, affamés, épuisés, traumatisés, pour la plupart des enfants en très bas âge et des femmes qui avaient fait l'objet d'une fixation obsessionnelle par les tueurs utilisant le viol pour avilir, salir, blesser, déshonorer la femme Tutsi avant de la tuer. Distingués, mesdames et messieurs, chers amis, cela fait 28 ans que ces rescapés, à l'instar de leur libérateur, donnent une leçon de courage et d'humanité, une leçon de résilience par leur contribution à l'éradication du génocide par la mémoire, par la justice et la réconciliation, loin de tout esprit de vengeance. 28 ans que les rescapés se battent courageusement contre les conséquences morales et physiques des coups et blessures subis. Pour ces courageux rescapés, après le génocide, il n'y a de pire torture que de voir leurs tortionnaires bénéficier de l'impunité la plus totale dans certains pays. Il n'y a de pire torture que de voir le génocide nié, banalisé, les leurs et leurs souffrances moquées. De fait, le déni de justice, la négation du génocide, procède de la même logique que le génocide lui-même, à savoir le déni d'humanité des victimes. Distingués, mesdames et messieurs, en participant à cette commémoration, en veillant à ce que le génocide ne soit ni oublié, ni nié, ni minimisé, nous exprimons, vous exprimez aux rescapés votre compassion, votre solidarité, votre désir de les voir se reconstruire, votre rejet de cette déshumanisation insupportable. Nous exprimons tous ensemble notre engagement à œuvrer pour que la mémoire, la vérité et la justice soient les fondements d'une humanité de paix et de tolérance. Nous nous engageons à ce que mémoire et justice restent intimement liés pour éradiquer le mal. Et pour ce faire, il est important que tous les États s'engagent concrètement à incriminer le discours de la haine qui a trouvé dans les moyens modernes de communication un terreau de prolifération sans limite. Il est essentiel que les États signataires de la Convention de 1948 inscrivent dans leur arsenal juridique l'incrimination de la négation du génocide et de tout acte lié à l'idéologie génocidaire. Le Rwanda en a montré l'exemple et s'est doté d'un arsenal juridique cohérent et efficace, puisant sa légitimité dans un consensus populaire inscrit dans la Constitution de 2003. Je saisis cette opportunité pour lancer un appel à tous ces pays au sein desquels des génocidaires recherchés ont trouvé refuge, à tout faire pour les extrader au Rwanda ou à tout le moins à les juger au cas où l'extradition ne serait pas juridiquement faisable. Je lance un appel à tous les pays à user de tous les moyens de droit pour éradiquer le discours de la haine et à juger sans complaisance tous les auteurs d'actes qualifiés de négation ou de banalisation du crime de génocide contre les Tutsis. Même si nous sommes encore très loin de l'idéal, le Rwanda n'est pas le seul pays à lutter contre le génocide. Il est heureux qu'aujourd'hui, précisément, nous commémorons en France un pays qui s'est résolu à regarder le passé en face, qui depuis quelques années a fait des progrès remarquables en matière de justice et de mémoire. Il est heureux de remarquer qu'aujourd'hui, nous commémorons ici en France, accompagnés par des représentants de l'État français, par des élus français, par des amis français épris de paix et de justice, dans un lieu de mémoire consacré par la mairie de la ville de Paris, à laquelle nous exprimons notre pleine gratitude. Nous commémorons en France à une époque où la loi française a évolué pour incriminer le crime de négation du génocide contre les Tutsis. Nous voyons des efforts prometteurs en matière de justice
qui font que les génocidaires et les assassins de la mémoire ne peuvent plus dormir tranquilles. Ne sachant pas qui sera le prochain devant une cour d'assises. Les procès de génocidaires au cours des dernières années, l'enterrement légal définitif d'une imposture de justice qui s'acharnait sur ces combattants de la liberté qui ont mis fin au génocide, sont des signes qu'en France, l'ère de l'impunité pour les génocidaires, l'ère du déni sera bientôt révolue. Le chemin est encore long, certes, mais tous les espoirs sont permis dans ce domaine qui nous touche tant. Lorsque nous voyons que ce qui était impensable hier est une réalité aujourd'hui, lorsqu'en pleine ville de Paris, une plaque commémorative est dédiée à Aminata Oubirara, héros inoubliable de la lutte de résistance contre les forces génocidaires dans les collines d'Obicecero. Osons croire que ces exemples qui suscitent l'espoir ne resteront pas des exceptions isolées, que le monde de demain sera un monde meilleur, que notre appel pour apprendre de la Shoah, apprendre du génocide contre les Tutsis, apprendre des divers crimes qui ont entaché l'histoire de l'humanité soit entendu. Espérons que ces conflits inquiétants qui prolifèrent, dont certains rappellent une époque qu'on croyait révolue, trouveront rapidement un dénouement par le dialogue et le retour à la raison. Espérons que le monde ouvre enfin les yeux et s'occupe de tant de conflits oubliés, de tant de victimes ignorées, pour donner à tous les humains le droit de vivre en paix, le droit de rêver, de grandir et de se développer. Je souhaite terminer en remerciant tous les amis du Rwanda, tous les amis des victimes du génocide contre les Tutsis, qui ont continué à nous exprimer leur soutien et leur solidarité au cours des 28 dernières années. La réussite de nos efforts de reconstruction d'un Rwanda nouveau dépend avant tout, bien sûr, de la capacité de résilience du peuple rwandais, de la vision et de l'engagement de ses dirigeants. Cependant, ces facteurs essentiels ne peuvent réussir seuls sans cette solidarité qui appuie et complète nos efforts pour faire émerger le Rwanda comme un pays de paix et de sécurité pour tous, un pays de justice et d'égalité, un pays de bonne gouvernance et de non-tolérance pour la corruption, un pays tourné vers l'avenir et le progrès, un Rwanda où plus jamais n'aura lieu un génocide. Je vous remercie beaucoup. Monsieur Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la maire de Paris. Monsieur le ministre, cher Franck Riester, Monsieur l'ambassadeur du Rwanda en France, cher François-Xavier Ngarambe, Madame l'ambassadrice pour les droits de l'homme, chère Delphine Borion, Madame la vice-présidente d'Ibuka France, chère Jessica Gerondal-Mouiza, Madame la secrétaire générale de la francophonie, chère Louise Mouchikiwabo, Monsieur le maire du 13e arrondissement, cher Jérôme Koumet, Mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs. Votre présence en nombre cette année témoigne de l'importance de cette cérémonie. Une cérémonie pour commémorer le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda il y a 28 ans. Une cérémonie dont le message est universel et résonne tout particulièrement dans ces temps troublés où la guerre et ses crimes ont refait surface sur le sol européen. Inlassablement, la maire de Paris, Anne Hidalgo, l'a rappelé lors de cérémonies du souvenir ou de ses déplacements au Rwanda. Il fallait et il faut encore faire toute la lumière sur les zones d'ombre entourant les atrocités commises au Rwanda. L'an dernier, les conclusions du rapport Duclerc ont permis de franchir un pas décisif sur le chemin de la vérité. Cette vérité à laquelle les survivantes et les survivants ont droit. Cette vérité dont nous avons besoin, collectivement et en tant que civilisation, pour comprendre ce qui a pu mener à la pire tragédie de la fin du XXe siècle. Le travail
se poursuit sur la base de nouveaux éléments révélés, éléments qu'il nous faut appréhender avec l'aide des historiennes, des historiens, pour en comprendre toute la portée et toutes les implications. Ce travail n'aurait jamais pu être mené sans l'appui et la détermination des collectifs et des associations, à commencer par Ibuka France, dont je veux saluer aujourd'hui le président Étienne Nsanzimana, retenu au Rwanda, mais je sais que vous pourrez lui transmettre notre message d'amitié et notre message de reconnaissance. Saluer également votre Excellence, Monsieur François-Xavier Ngarambe, ancien président d'Ibuka au Rwanda et désormais ambassadeur du Rwanda en France, pour votre engagement, votre détermination aux côtés des survivantes et des survivants. Saluer aussi l'action du collectif des partis civils pour le Rwanda, de Tubeo Family et de la communauté rwandaise de France à laquelle je veux rendre hommage. Saluer enfin celles et ceux qui sont venus en amis et en soutien, parisiennes, parisiens, représentants et représentantes du Mémorial de la Shoah, de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, de la LICRA, de Mémorial 98, de l'UEJF, du CCAF, de SOS Racisme, du collectif VAN ou de l'Institut Ouïghour d'Europe. Votre présence aujourd'hui dans ce jardin de la mémoire du parc de Choisy est la meilleure réponse à ceux qui veulent manipuler les faits, à ceux qui veulent travestir l'histoire et diviser l'humanité. Votre présence est une force et un message d'espoir, une lumière dans la ville des Lumières. Vous le savez, la maire de Paris, la ville de Paris, prend toute sa part dans ce travail de mémoire et de transmission. Un travail mené auprès des jeunes, dans les collèges et dans les lycées. Merci beaucoup au lycée et à l'équipe enseignante qui se sont mobilisés pour ces témoignages. À Paris et dans plusieurs villes de France. Un travail qui repose sur le témoignage, la plus belle incarnation qui soit de la mémoire. Et de la même façon que nous continuerons à faire connaître ce qui s'est produit en 1994 au Rwanda, afin que nul ne puisse l'oublier. Nous militons pour que la vérité soit faite sur les crimes commis en Ukraine en ce moment, mais également au Xinjiang, dans l'Artsakh, pour que la justice soit rendue partout où les peuples sont opprimés, pris en otage par des régimes totalitaires, victimes de politiques mortifères. Je veux, pour conclure mon propos, adresser un message plus personnel, monsieur qui avait témoigné de votre expérience, vous dire la puissance et l'émotion qui se sont dégagées de votre témoignage et combien il nous inspire et nous oblige. Donc, en mémoire, évidemment, de toutes les victimes du génocide, celles qui sont ici et plus encore peut-être celles qui ne sont plus, comme le dit Ibuka, souviens-toi, souvenons-nous. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, nous allons à présent procéder au dépôt de gerbes, de fleurs. Veuillez s'il vous plaît rejoindre la plaque commémorative et veuillez s'il vous plaît respecter le rang protocolaire prévu. Merci. Je demande à présent aux représentants des associations SOS Racisme, LICRA, CCAF et Institut européen des Ouïghours d'avancer en vous faisant donner votre gerbe. Veuillez rejoindre les autres représentants des associations. Merci. Vous pouvez procéder au dépôt de gerbe. Avancez. Tous ensemble. Merci. S'il vous plaît. Non, vous devez les donner aux représentants. Non. Je demande à présent aux représentants des associations Mémorial de la Shoah, Fondation pour la mémoire de la Shoah et Union des étudiants juifs de France. Non, vous devez les donner aux représentants du Mémorial. Mais qu'est-ce que vous faites? Non. Excusez-moi, il y a une incompréhension. Madame, excusez-moi, c'est l'Union des étudiants. Qui est le représentant de l'Union des étudiants juifs? S'il vous plaît, excusez-moi. Merci. Et la représentante de la Fondation du Mémorial de la Shoah de prendre votre gerbe. Et Monsieur Jacques Frege, merci.
Vous pouvez tous ensemble procéder au dépôt de gerbes. Je demande aux représentants des associations Ibuka France, Souviens-toi, Communauté rwandaise de France, CPR et Touboué Family d'avancer en vous faisant donner votre gerbe. Accompagnez madame, accompagnez. Vous pouvez procéder au dépôt de gerbe. Nous passons au dépôt des gerbes de Monsieur Jérôme Koumé, maire du 13e arrondissement. Dépôt des gerbes de Monsieur David Assouline, sénateur de Paris. Dépôt des gerbes du groupe d'amitié France-Burundi-Rwanda à l'Assemblée nationale. Oui, merci.
Dépôt des gerbes de Madame Louise Mouchiki-Wabo, secrétaire générale de la francophonie. Dépôt des gerbes de Son Excellence Monsieur Souleymane Jules Diop, ambassadeur du Sénégal à l'UNESCO et président du groupe des ambassadeurs africains à l'UNESCO. Son Excellence Monsieur Souleymane Jules Diop. Dépôt des gerbes de Son Excellence Monsieur François-Xavier Ngarambe, ambassadeur de la République du Rwanda en France. Dépôt des gerbes de Monsieur Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la maire de Paris. Dépôt des gerbes de M. Franck Riester, ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé du commerce extérieur et de l'attractivité au nom du gouvernement de la République française. Mesdames et Messieurs, un hommage aux victimes du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Nous vous invitons à observer une minute de silence. Nous vous remercions. La cérémonie est maintenant terminée. Merci.